Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la forêt, le bois et ses usages, ici et ailleurs. Nous sommes à Rayon, en Meurthe-et-Moselle, à la Croisée Découverte qui fête en ce samedi 6 avril 2019 son 20e anniversaire. Et nous en profitons pour réaliser une émission avec 3 spécialistes du bois. Et nous sommes en public. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Un public venu très nombreux aujourd'hui à la Croisée Découverte. Joyeux anniversaire, Frédéric Lapalus. Vous êtes responsable du développement de la Croisée Découverte. Alors quand je dis joyeux anniversaire, c'est pas pour vous, bien sûr. Non. C'est pour cette maison que vous allez nous présenter. Oui, alors joyeux anniversaire. On a fait 20 ans d'existence pour la Croisée Découverte, qui avait fait un pari, du moins c'est surtout mes collègues qui, il y a 20 ans en arrière, avaient fait un pari pour construire cette maison qui s'articule autour du travail du bois. L'objectif étant d'inviter des passionnés, donc des plus jeunes jusqu'aux plus anciens, à venir découvrir le travail du bois sous forme de stage, sous forme de colonies de vacances également, sous forme de classes découvertes. Et là, donc, on a une multitude de passionnés qui nous rendent visite chaque année, de plus en plus nombreux, et qui viennent découvrir le monde de la menuiserie, du tournage, de l'ébénisterie, du champ-tournage, la marqueterie, etc., sur des stages courts pour s'adonner à ce plaisir personnel. C'est une institution quasi originale, peut-être même unique en France, Frédéric Lapalus. On va pas dire unique en France parce qu'on a quelques collaborateurs, du moins collaborateurs, ou on va dire confrères qui organisent ce genre de choses. Le point fort de la Croisée Découverte ici, c'est qu'on a l'hébergement sur place et c'est un plus. Et je pense que le public ici présent peut apprécier la qualité des repas et les stagiaires reviennent aussi pour ça à la Croisée. Voilà. Merci Frédéric Lapalus. On va vous laisser retourner précisément à vos invités d'aujourd'hui. Beaucoup de monde, des stands, découvrir le travail du bois. Avec nous aujourd'hui, Michel Dupré, je vais vous présenter comme voyageur du temps, Laurent Bonnefille, voyageur de l'espace, et Vincent Simonet, le poète. Alors on va revenir bien sûr sur le parcours de chacun d'entre vous. On va commencer par vous, Michel Dupré, voyageur du temps. Pourquoi je dis ça ? Voyage du temps, parce que j'ai passé ma vie dans le monde du bois, de la forêt, par mes parents, par mon père. Ensuite dans le privé. Ensuite j'ai passé mes concours de prof. J'étais formateur dans des lycées. Ensuite en entreprise. Et j'ai terminé ma carrière en voulant faire un petit peu le résumé de ma vie, c'est-à-dire reconnaître les arbres. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Les arbres et le bois, complètement. Et voyageur du temps aussi parce que la manière de présenter les choses chez vous, c'est de la graine au meuble. Exactement. Peut-être que c'est peut-être une question d'après, mais j'étais un peu choqué que les écoles forestières apprennent l'arbre en forêt, les écoles de menuiserie apprennent que le bois. Personne ne faisait le lien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des formations forestières, après formation Syrie-Afuta. Ensuite, par amour, par mariage, j'ai épousé une fille de menuisier. Je me suis mis à faire mes meubles. J'ai passé mon concours de pro de menuiserie. Donc, je pense être capable de faire le lien entre la forêt, la graine, le débitage du bois et tous les usages du bois. Voilà. Ce que vous dites là, Michel Dupré, m'évoque le fait que peut-être beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, peut-être en particulier les jeunes, ne font plus non plus forcément le lien entre, par exemple, le miel et les fleurs. Ah non, et puis c'est même pas au programme. Un jeune qui rentre dans une école forestière, il va aller qu'en forêt. Il va apprendre à reconnaître un chêne, un sapin, un hêtre. Mais une planche, il n'apprend. C'est pas son programme. Et même le prof n'a pas la formation, c'est pas le même concours. Quelqu'un qui rentre en menuiserie, il va apprendre les différentes planches. Mais il ne mettra pas les pieds en forêt. Voilà pourquoi. Laurent Bonnefille, je vous présente comme le voyageur de l'espace. La même question, pourquoi ? Voyageur de l'espace, en fait, je suis un grand voyageur, donc j'aime beaucoup le voyage. J'ai découvert le travail du bois en amateur depuis une vingtaine d'années. C'est ma passion aussi, donc j'ai voulu associer ces deux passions, le voyage, le travail du bois. Et voilà, à travers des voyages et des rencontres avec des artisans dans le monde entier, j'ai pu assouvir cette passion du voyage, de la découverte, des métiers traditionnels aussi, parce qui m'intéressent beaucoup.
et à travers un fil rouge qui est le travail du bois. Voilà. Alors, j'ai sous les yeux, Laurent Bonnefille, un hors-série numéro 13 qui date déjà un petit peu, vous allez préciser la date 2016, oui, fin 2016. Voilà. Ouais. Qui est en quelque sorte un compte-rendu de vos nombreux voyages oui. à travers le monde sur la thématique du bois et du travail du bois. C'est ça, oui. En fait, ce hors-série-là est en particulier sur un grand voyage que j'ai fait avec ma compagne qui a duré 400 jours, où là, on a rencontré près d'une cinquantaine d'artisans, artistes du bois à travers différents pays. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais quelques-uns. Voilà, on est allé en Iran, Madagascar. Je vous trouve très modeste, Laurent Bonnefille. En Iran, Madagascar, au Japon, parce que le Japon, ça fait rêver les ébénistes. En Inde, où il y a beaucoup encore de travail artisanal. Voilà, et puis en Europe de l'Est, en Roumanie, en Hongrie. Qu'est-ce que vous retenez de ces voyages essentiellement, notamment par rapport à ce que l'on pratique en France ? Donc c'est très différent, enfin il y a des cultures très différentes. Alors donc quand on est en Inde ou à Madagascar, c'est un travail très, je vais pas dire comment dire, avec beaucoup de système D, beaucoup d'expérience, parce que les gens font ça depuis très longtemps, font le même métier depuis 20 ans ou 30 ans. Souvent n'ont pas choisi forcément de leur propre chef cette voie-là. Et donc ce côté-là m'attirait aussi de voir vraiment les conditions de travail, comment les gens travaillent, ce qu'ils font, la technique aussi m'intéresse beaucoup. Et donc il y avait cet aspect-là qui m'intéressait. Et après d'autres pays comme le Japon ou même d'autres artisans qu'on a rencontrés, où là c'est aussi poussé l'artisanat, poussé à un raffinement, à une finesse et à une technicité assez impressionnante aussi. Vincent Simonet, vous êtes présenté comme le poète. À l'instant, Laurent Bonnefille parlait du système D. Vous, c'est plutôt le système 3D. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, donc je suis de formation ingénieur et après j'ai fait de l'architecture et j'ai eu la chance de travailler dans différents domaines, à la fois dans la fonction publique comme libérale, dans l'industrie et en cabinet d'architecture. Donc j'ai fait pas mal de choses. Et alors simplement un point pour expliquer la poésie, c'est que je disais en préparant cette émission que c'est un peu la même chose de dessiner une belle maison, de rédiger ou de concevoir un bon programme d'informatique ou d'écrire une poésie. C'est à la fois la même exigence et un petit peu la même démarche. Donc voilà un petit peu l'explication de la poésie. Alors quand vous entendez Laurent Bonnefille parler du système 3D en Inde et que vous-même vous tentez plutôt de faire comprendre l'intérêt de l'usage du numérique dans la menuiserie, il y a un contraste énorme. Bien sûr, mais tous les mondes sont complémentaires et il n'y a aucun problème pour à la fois faire des choses manuelles et des choses numériques très très avancées. Non, j'ai eu dans mon expérience professionnelle, tant en architecture que dans l'industrie, je me suis intéressé assez tôt aux techniques de CAO depuis les années 80 et j'ai vécu CAO, c'est-à-dire conception assistée par ordinateur en français. Donc toutes ces techniques de modélisation qui on le sait pas tellement, mais font partie maintenant de la vie quasi courante, et notamment pour les jeunes générations qui arrivent, ce sont des techniques tout à fait maîtrisées. Donc j'ai pratiqué ça à titre professionnel, et maintenant je suis en retraite depuis quelques années. Je me passionne pour la menuiserie en amateur. J'ai du reste fait plusieurs stages à la Croisée Découverte, et c'est là où j'ai vraiment appris. C'est un excellent centre de formation. On y passe d'excellents moments. Je ne pourrais qu'encourager. On y mange très bien. On y mange très bien, les gens sont sympathiques et l'encadrement est absolument exceptionnel. Je sais de quoi je parle. Donc je me suis intéressé à la menuiserie, et pour à un moment donné, je me suis trouvé pour un de mes petits-enfants à devoir concevoir un lit un petit peu particulier, et je me suis rappelé que j'avais fait de la CAO. Petit à petit, je me suis intéressé donc à un logiciel particulier qui s'appelle SketchUp, et puis de fil en aiguille, j'ai retrouvé ma jeunesse comme développeur informatique en faisant un certain nombre de programmes qui permettent aujourd'hui aux menuisiers d'aller sensiblement plus vite dans leur conception et d'atteindre une meilleure qualité. Bravo pour cette présentation très complète, Vincent Simonet. Justement, j'ai sous les yeux, on peut dire que c'est un manuel d'usage SketchUp pour le bois.
un logiciel que vous avez adapté à l'usage, à l'intention des menuisiers. Oui, SketchUp, donc, c'est un produit assez largement répandu dans le monde, quelques dizaines de millions d'utilisateurs. C'est un produit qui était possédé à un moment par Google. C'est un produit intéressant parce qu'il a été développé dans les années 2000 aux États-Unis et l'objectif, c'était de mettre la CAO ou la modélisation au niveau de tout le monde. Et ils ont magnifiquement réussi. Google a pris ce logiciel à un moment donné de manière à permettre à l'ensemble des usagers de pouvoir mettre leur maison sur Google Earth, donc de voir ce que ça donnait. Et puis, depuis un certain nombre d'années, le logiciel a été revendu à une autre société américaine. Mais c'est un logiciel très facile à utiliser. Et l'idée que j'ai eue, c'était d'utiliser cette base et d'y ajouter un certain nombre de compléments pour permettre aux menuisiers de concevoir. Et moi, je me demandais quel était le lien entre vous trois. Et je pense avoir compris, c'est que vous avez tous les trois la fibre. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Depuis le début du siècle, des gars courageux ont coupé le bois du Québec. Partaient à l'automne, passaient l'hiver dans des camps, revenaient voir leurs femmes quand arrivait le printemps. Les Américains, flairant la bonne affaire, sont venus faire la pièce dans le bout de Trois-Rivières. Ça va nous faire la job pour les Canadiens français. Bâtissez vos usines, puis nous on vous donne la forêt. Pendant des années, ils ont coupé comme des défoncés. La demande est trop grande pour ce que la forêt peut donner. Mais c'est pas bien grave, ils ont des chums au gouvernement qui sont remontés au nord, continuer les coupes à blanc. Les Amérindiens, ceux qui chassent de père en fils, ont voulu leur parler, se sont fait dire rentrez chez vous. C'est pas avec vous autres qu'on va faire des bénéfices. Pour nous, un caribou, c'est bien plus beau sur un grand dessous. Nous sommes toujours à la Croisée Découverte qui fête en ce samedi 6 avril 2019 son 20e anniversaire. Nous en profitons pour une émission en public avec des spécialistes du bois. Laurent Bonnefille, vous qui êtes un voyageur, un grand voyageur et un amoureux précisément du bois, qu'est-ce qui vous a amené d'une part à faire ces voyages? Pourquoi le bois? Et pourquoi ce besoin de ramener des éléments? Vous êtes rédacteur dans des revues spécialisées du bois. D'où ça vous vient? Je pense une envie de témoigner, certainement. Donc, avant notre grand voyage, l'idée, c'était que y a certaines choses qui se perdent et voilà, une envie de laisser une trace, certainement. Donc, sur des savoir-faire traditionnels. Vous avez une âme de conservateur, hein? Peut-être, je savais pas, mais oui, c'est possible. Oui, une envie de témoigner à travers des vidéos que j'ai faites et de montrer ces savoir-faire et montrer ce qu'on fait au Japon, en Iran, et avec des techniques souvent assez qu'on
qu'on ne connaît pas ou très peu chez nous. Qu'est-ce que vous évoquent les témoignages de Michel Dupré et Vincent Simonet de tout à l'heure? Par rapport à ce que dit Michel, moi, l'arbre aussi me passionne aussi parce que j'ai grandi toutes mes origines sont en Lozère, donc c'est la forêt, ça me parle aussi. On coupait du bois, on fendait du bois. Donc c'est des odeurs, c'est tout ça. Donc le bois, j'aime ça, je pense. Enfin, même si mon grand-père était forgeron, mon père travaillait le métal, donc je pense que j'ai choisi le bois par réaction aussi. Mais ce que disait Michel Dupré tout à l'heure sur le fait qu'il y a un fossé entre le forestier et le menuisier, on retrouve ça dans des autres pays où c'est une marque de fabrique peut-être française ou européenne ou occidentale? Je pense que, je sais pas, un artisan dans un pays en Inde, je pense qu'il est attaché à ce qu'il fait, et je pense qu'il n'y a pas forcément de pont comme ça aussi entre le forestier et l'artisan, voire même, alors, on a vu dans des pays comme au Vietnam ou ailleurs des trafics de bois qui passent par d'autres pays parce que les Chinois sous-traitent, ils achètent le bois d'autres pays parce que, il y a toute une stratégie géopolitique qui nous dépasse. Donc, Michel Dupré veut intervenir. Oui, moi je répondrais qu'il y a toujours des passionnés qui connaissent parfaitement l'arbre, qui le débitent et puis qui le travaillent. Il y a des passionnés, mais ce n'est pas la généralité. Un peu comme en restauration aussi, oui, finalement. Et puis dans l'éducation, ce n'est pas possible de tout apprendre. On est quand même cloisonné. Il y a la formation, il y a l'ébéniste, il y a le charpentier. Non, c'est trop immense. C'est un monde immense. Avec la vie, on arrivera à avoir un bagage riche et connaître tout cela. Mais sinon, c'est pas possible. C'est logique, je pense. Ça veut dire, Michel Dupré, qu'en même temps, ce que vous dénoncez, c'est un peu inévitable? Oui, je ne le dénonce pas. Moi, mes connaissances, elles sont venues en 3-4 parties de ma vie. La première partie, c'était la forêt. La forêt par mon père, par obligation. On était des gosses dociles, on suivait le métier du père, en forêt. Puis après, la forêt, un peu fatigant quand même. La scierie, c'est formidable d'habiter un bout de bois. Après, j'ai passé... Vous parlez de la scierie, c'est pas la même scierie que Laurent Bonnefille. Non, la scierie, c'est-à-dire on prend l'arbre... Oui, excusez-moi, je n'ai pas saisi la subtilité. La scierie, c'est débiter l'arbre. Et ensuite, je suis marié, j'ai découvert... Ma femme, son père avait une menuiserie. Je dis, c'est quand même beau un arbre. C'est beau une planche débitée. Mais un meuble, c'est quand même autre chose, hein. Donc on avait la facilité, nous possédions la forêt, nous possédions l'outil pour couper les arbres. Je me suis acheté une cobinée, j'étais à l'atelier de mon beau-père, faire mes meubles. Donc ça m'a amené vraiment des compétences, mais il a fallu 30-40 ans. On ne peut pas demander ça à un gosse en 2 ans de formation. Vincent Simonet, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé en fait au bois presque par plutôt l'informatique. C'est pas du tout la même approche que Laurent Bonnefille ou Vincent Simonet. Ou que Michel. Oui. Ou que Michel, pardon. C'est pas grave. C'est pas tout à fait vrai parce que je me suis intéressé au bois en étant vers 15-17 ans. J'avais mon père qui bricolait, pas très bien. Et puis j'ai quand même eu un challenge de dire je vais essayer de bricoler un petit peu mieux que mon père. Il bricolait surtout avec de la ficelle et des clous. Et je me suis dit, peut-être qu'avec le bois et la colle, on arrivera un petit peu mieux. Donc j'ai fait quelques meubles quand j'avais 15-18 ans, pendant les études, le week-end, ça me permettait de décrocher un petit peu. Et puis juste après, j'ai eu la chance de me marier et d'avoir des enfants. Et donc j'ai fait les meubles de mes enfants, donc une armoire, un lit, une chaise, un petit bureau. Et du reste, une de mes dernières petites filles aujourd'hui, il y a toujours le petit bureau que j'avais fait à ma fille il y a une 40aine d'années. Et ça montre quand même qu'il y a toute une tradition et des choses vives. Donc voilà sur le bois. Et puis je m'y suis remis tard parce que après, c'est vrai qu'en travaillant dans la vie professionnelle, etc., on a moins de temps. Et donc quand j'ai arrêté ma carrière professionnelle, j'ai décidé de m'y remettre. À la fois, donc je le disais tout à l'heure, à l'informatique. Et puis je me suis remis aussi au bois. Donc j'ai acheté une combinée. Je suis venu à la Croisée Découverte, encore une fois, faire des formations. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire des meubles. Et puis ça m'a bien intéressé. Et puis le Bouvet a fait appel à moi pour écrire quelques articles. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à développer mes plugins et à faire pas mal de choses. Et j'en suis là aujourd'hui. Mon grand-père, Vincent Simonet, n'avait aucun outil électrique. Il était pourtant charpentier, un peu ébéniste, et il refusait l'usage d'outils électriques. Il a fait pourtant de très belles choses. Et puis on a aussi des grands menuisiers en France qui travaillaient notamment sous Louis XIV, par exemple, à Versailles.
pas de logiciel. Est-ce que c'est pas fascinant d'avoir finalement ce savoir-faire que l'on croit aujourd'hui perdu si on n'a pas accès à un logiciel tel que le vôtre, par exemple? Et les choses évoluent assez vite aujourd'hui et je pense que ce n'est pas du tout à opposer, c'est tout à fait complémentaire. Il y a beaucoup de personnes amateurs ou professionnelles aujourd'hui. Je rencontrais encore en début de semaine un certain nombre de menuisiers ébénistes qui travaillent qu'avec des outils à main. Et puis à côté de ça, vous trouvez des menuisiers de moyenne taille, des petites entreprises, etc., qui sont extrêmement bien équipés. Ce n'est pas contradictoire, je pense que c'est complémentaire. Ça répond à des besoins que les gens ont et chacun a ses façons de répondre aux besoins. Moi, je prends qu'un plaisir moyen avec les outils manuels. De temps en temps, de raboter une planche avec un rabot main et voir le copeau qui se fait, c'est très bien, mais il y a aussi du plaisir à voir une défonceuse et pas de la marque la plus importante, mais faire une moulure, une rainure correcte. Et quand je viens à la croisée découverte et que j'utilise une machine avec un réglage numérique comme une Dego ou une Rabot, c'est aussi un plaisir. Donc je pense que l'ensemble de ces filières, on peut trouver des plaisirs, simplement. Est-ce que vous êtes un poète industriel ou un industriel poète? Oh, je sais pas trop si je suis poète, peut-être les deux, non, c'est vous qui le dites. Michel Dupré, ce besoin de faire découvrir ce voyage de la graine au meuble, c'est, j'imagine, la raison pour laquelle vous avez commis un DVD d'identification de 21 essences de bois en France. C'est pas une première, c'est mon troisième ouvrage. Je suis un gars curieux et je suis un peu Saint Thomas. Je veux toujours tout essayer pour prouver que c'est vrai, etc. Et je me demande toujours qu'est-ce qui manque. À 30 ans, j'écris mon premier livre d'affûtage, d'entretien des outils de coupe. Des outils de coupe, parce qu'on ne trouve rien dans le commerce, rien en France. On ne m'a pas fait confiance, je n'ai pas trouvé d'éditeur. J'ai édité à compte d'auteur, c'est un petit marché, les scieries, j'en ai vendu 1500. Après, parce que les patrons, quand j'avais fait la formation d'entreprise, on me disait, est-ce que tu me photocopies tes documents? J'ai dit non, moi, j'ai fait mon premier truc. J'ai écrit en bois. Après, il y avait des problèmes de déviation, un sciage droit. Maintenant, vous savez, on a des tolérances. On doit scier à 1 mm près, au 5 dixièmes près. Ben, j'ai écrit un deuxième bouquin, toujours, à compte d'auteur, parce qu'on n'a pas fait confiance. Parce que j'ai dit, ça n'existe pas. Et ce DVD-là, je dis, c'est quand même malheureux qu'on ne fait pas le lien entre la graine, entre la forêt et la graine. Donc, je l'ai fait, toujours pas à compte d'auteur. J'ai édité moi-même, ça m'a coûté assez cher, et puis ça marche. Voilà. Donc, je suis un peu têtu, je lâche jamais le morceau. Et puis je regarde qu'est-ce qui manque sur le marché et qu'est-ce qui serait utile. Et pour l'instant, je n'ai pas été déçu. Et évidemment, vous répondez à un besoin. Comment est-ce que les uns et les autres, vous expliquez cet attrait qu'on a aujourd'hui, malgré tout, pour le bois? Alors, bien sûr, ça reste une espèce de fantasme parce que on est aussi dans ce domaine-là, dans la société de consommation, où on achète aujourd'hui un meuble, comme on achète n'importe quel objet, on le jette quand encore il tient debout tout seul. On ne va pas citer de marque, mais évidemment, on a tous Ikea en tête. Malgré tout, le bois attire. Comment vous expliquez là encore ce paradoxe, Michel Dupré? Je dirais que c'est une valeur stable. Mais quand on ne peut pas trop critiquer les gosses, avec mon propre fils, on allait à Ikea à Metz, ça m'a fait mal au ventre. Ça m'a fait mal au ventre, mais c'est une question de pouvoir d'achat. Les salaires étant ce qu'ils sont, parce que ça a stagné sur de longues années, qui achète encore sa commode en merisier avec notre prêt jeune ménage? Moi, j'ai acheté la salle à manger en chêne, je voulais que du chêne, et puis il fera ma vie. C'est une mentalité comme ça. Mais les gosses, ils veulent peut-être changer tous les 5 ans, tous les 10 ans, ils n'ont pas les mêmes désirs que nous, c'est pas les mêmes. On les a éduqués comme on croyait que c'était bien, mais ils sont pas comme nous, c'est tout. Et puis voilà, ils vont renouveler leurs meubles plus souvent que nous, mais la valeur bois reste tout le temps vraie. Laurent Bonnefi, là aussi, même question. Vous qui avez beaucoup voyagé précisément, est-ce que on retrouve quand même malgré tout cet attachement au bois? Est-ce que aujourd'hui en France, Michel Dupré dit on les a éduqués comme ça, mais il y a peut-être aussi à rééduquer finalement, parce qu'on voit bien que ça nous mène dans le mur tout ça. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, on a maintenu cet attrait et cet attachement au bois? Je suis pas très optimiste là-dessus non plus parce que j'ai vu en Inde par exemple des artisans traditionnels qui font les mêmes choses depuis des dizaines d'années avec un désintérêt des gens pour ce type de sculpture, de produits et autres où donc même les artisans eux-mêmes me le disaient, étaient plutôt pessimistes sur leur avenir ou souvent ils voulaient pas que leurs enfants continuent.
Alors qu'en Inde, généralement, c'est souvent des entreprises familiales. Au Japon, je me disais, les Japonais, ils ont un amour des belles choses, de la poterie, du savoir-faire, et même des très 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 bons artisans, ils appellent ça là-bas des trésors nationaux, c'est l'équivalent de meilleurs ouvriers de France, et qui ont du mal à vivre de leur métier, qui se plaignent du désintérêt aussi. J'ai vu beaucoup ça en Corée, au Japon, où les gens se plaignent. Et bon, à la décharge des artisans, je pense qu'ils ne s'adaptent pas toujours forcément au nouveau goût des gens. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire là aussi. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Your eyes are brighter than the sunlight. Your heart is purer than your mind. And I know this rhythm, do you hear it? And I feel your spirit, do you feel it? Sing with me. Fly, my spirit is free. This freedom in I've heard this song from fairies. They sung the forest to the long green trees. It's sprung from a river Eris. It was written by church by the sun wind. Timothy drumming, drum is drumming. The sun is calling us, it's calling. I hear a sound and falling so deep in my mind. In my soul, it's flying, flying. This was in my head, I'm trying. Energy wakes up like a lion, laid out there all night. My spirit is free. It's freedom in me. It's freedom in me. My heart is beating. My spirit is free. It's freedom in me. My heart is beating. It's freedom in me. 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 Nous continuons cet entretien avec Michel Dupré, Laurent Bonnefille, Vincent Simonet. Nous sommes à la Croisée Découverte qui fête en ce samedi 6 avril 2019 son 20e anniversaire. C'est à Rayon, en Meurthe-et-Moselle. Et nous sommes en public. Alors précisément, transition, précisément. La forêt et le bois, où en est-on aujourd'hui en France? Quel est l'état de l'art dans ce domaine-là? On sait par exemple, ou on ne sait pas du reste, les projets de privatisation de l'Office national des forêts. En ce qui concerne les forêts domaniales, je suis sûr que Michel Dupré, vous avez un avis très précis sur ces questions-là. Il y en aurait plusieurs choses qui font bondir et qui font mal au cœur. C'est qu'on tend à vouloir tout privatiser. L'ONF... L'Office national des forêts. Je pense que Colbert doit se retourner dans sa tombe. Colbert doit être malade de ce qui se passe. Exemple, l'ONF. Je ne critique pas du tout l'ONF. Alors, pas du tout. Pardonnez-moi, Michel Dupré. Juste un rapide sondage. Oui. Dans la salle, quelles sont les personnes dans la salle qui ont entendu parler de ce projet de privatisation de l'Office national des forêts? Ah, quand même.
Les marcheurs ont fait, quand je dis les marcheurs, ce sont les forestiers qui ont marché, qui continuent à sensibiliser le public sur ce projet-là. Michel Dupré, je vous en prie. Première chose, première catastrophe dans notre profession, dans la profession de la forêt. L'an 2000, on a supprimé ce qu'on appelle le FFN, Fonds forestier national. C'était une taxe de 5,90% sur tous les produits forestiers instaurée en 1946 par De Gaulle. En 1946, ça a permis de subventionner la modernisation des entreprises, d'acheter des plants, de donner aux privés de reboiser gratuitement. Et sur les 5,90, il y avait même 1,20%, c'était le BAPSA, c'était pour payer la retraite des bûcherons qui n'avaient pas cotisé. Donc on était 5,90, tous nos produits forestiers étaient trop chers de 5,90% par rapport à l'étranger. La profession n'a plus voulu payer. On ne paye plus. Résultat, on reboise 10% de ce qu'on reboisait il y a 20 ans. 10%. Première catastrophe. Deuxième catastrophe, la tempête de 99. Aussi faute de moyens. Et toujours maintenant, c'est la sylviculture du pauvre. On dit qu'il faut plus reboiser, laisser faire nature. Quand un arbre pousse seul, ou quand ils sont loin l'un de l'autre, toutes les branches se développent. Ben vous irez le vendre, l'arbre là. Un arbre Noé, ça ne vaut rien. On n'en veut pas, ça ne se vend pas. 15 €. Un arbre on les repique serrés, artificiellement, pour qu'il n'y ait pas de branche. Un bel arbre, c'est un arbre qui n'a pas de branche. S'il n'a pas de branche, des tout petits nœuds, donc on en fait ce qu'on en veut. Deuxième catastrophe, donc c'est ça. Donc, alors, en parallèle, donc c'est l'ONF qui a préconisé ça, et ensuite ce vent, je dirais, de folie de vouloir tout privatiser l'ONF, donner les forêts au privé. Bonjour, ils vont tout vous couper à ras. Il y a eu assez de scandales partout en France. Si, ils vont faire du profit. Une forêt, normalement dans une forêt, on coupe que ce qu'on appelle l'accroissement annuel. C'est une forêt de 10 mètres cubes par hectare et par an, on va couper 10 mètres cubes. On ne va pas en couper 15 ou 20, sinon vous allez l'appauvrir. Il n'y a plus rien. Il y a des forêts qui sont totalement appauvries. En ce moment, on manque de chênes parce qu'on a coupé trop de chênes. Et puis, troisième chose très grave, c'est comme maintenant les parents qui refusent de vacciner leurs gosses pour le Bostryche. Le Bostryche, vous savez, 30% des épicéas en France, on va dire que c'est un changement climatique, mais en 1976, il y avait aussi, il faisait très chaud. 30% des forêts d'épicéas ont été décimées par un insecte qu'on appelle le Bostryche. Il y a 40-50 ans, jusqu'à 30 ans, vous étiez privé, vous aviez un Bostryche dans votre forêt, vous aviez l'ordre de couper l'arbre, d'enlever l'écorce, de brûler l'écorce, de brûler tous les rémanents et de ne pas laisser la rougeole ou toutes ces maladies. Il ne faut pas s'étonner qu'on a le Bostryche maintenant, puisque maintenant les écolos nous disent qu'il faut tout laisser traîner. Allez, on peut tout laisser, on va laisser les arbres morts, etc. Eh bien ça, c'est une réalité. Bon, on va voir si ça se propage, mais laisser tous ces virus s'épandre, c'est grave. Ben, c'est mes 3 points les plus graves. En tout cas, on sent votre engagement, Michel Dupré. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas évoqué encore, mais on va demander aussi leurs avis à Laurent Bonnefille et Vincent Simonet, le fait qu'aujourd'hui, la filière bois, on est quasiment dans une économie tiers-mondiste. Je veux dire par là qu'on coupe le bois en France, on l'exporte en matière brute en Chine, et il nous revient sous forme de boissier. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Ce matin, j'ai présenté la filière bois, et la conclusion, vous voyez, tout est beau, un monde idyllique, une industrie modernisée, tout le monde a fait des efforts. Résultat, nous avons 6,5 milliards de déficit, 2,5 milliards de meubles. Tous nos beaux chênes, tous nos bois partent en Chine, reviennent sous forme de meubles. 2,5 milliards de papier, pâte à papier. En 85-90, quand Philippe Seguin ramenait la papeterie à Golbet, il faut voir ce qu'ils ont été embêtés. Il fallait avoir le moral pour créer une entreprise avec 600 employés. Et puis voilà. Oui, donc les Allemands, les Suédois, la Finlande, c'est que de la forêt artificielle, serrée, des tout petits nœuds. Donc on achète pour 1 milliard de charpentes dans le bois du Nord. Voilà, ça répond à votre question. C'est une réalité économique. Laurent Bonnefille, vous qui avez beaucoup voyagé, vous êtes un peu notre expert international ici à la Croisée Découverte pour cette émission sur le bois et la forêt. Michel Dupré vient de nous expliquer que personne ne veut d'arbres avec des nœuds. Tout à l'heure, Vincent Simonet nous a fait un plaidoyer pour une marque que je ne vais pas reciter, je pense qu'on l'a assez dit. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en matière de bois et de meubles, faire un peu ce qu'on fait aujourd'hui en gastronomie, où finalement, quand on décide de faire par exemple de la poule au pot,
eh ben, on a besoin de tels et tels ingrédients. Et alors on va au supermarché et on veut les ingrédients. Et pour avoir ces ingrédients, il faut que derrière ça, il y ait un système qui amène tout le temps, en permanence, ces ingrédients dans les rayons. Sans jeu de mots, puisque nous sommes un rayon. Mais ce n'est pas le même orthographe. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux aujourd'hui de changer un peu de comportement, et peut-être que ça se fait ailleurs dans le monde, où on devrait pratiquer une cuisine du marché? Je veux dire par là qu'on va faire la cuisine en fonction des aliments disponibles. Est-ce qu'on ne devrait pas reconsidérer notre comportement à l'égard de la forêt, du bois, et finalement accepter ce que la nature nous offre, au lieu de vouloir tout le temps la diriger? Je ne sais pas si ma question très longue vous inspire des choses que vous avez récoltées ou vues ailleurs dans le monde. Parce que moi, ce que j'ai pu constater, par exemple, en Indonésie ou au Vietnam, où c'est une utilisation à outrance des ressources. J'ai vu des constructions de bateaux en Indonésie qui font venir de Bornéo des grumes. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Enfin, voilà. Donc, les Vietnamiens ont exploité leur bois et font venir de Malaisie, d'Indonésie et d'ailleurs leurs grumes. Les Chinois sous-traitent maintenant au Vietnam aussi. Donc on a un système déjà globalisé et puis qui est encore peu soucieux des ressources. À Madagascar, n'en parlons pas, même les parcs nationaux sont pillés de bois de rose et palissandre et autres. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Allons, menuisier, mon ami, termine ton ouvrage. Un fils m'est venu cette nuit, c'est un bel héritage. Mais si nous avons le trousseau, je viens ne t'en déplaise. Cherchez bien vite le berceau de bons bois de mélèze. Je suis compagnon, tiens pour ton garçon, il y dormira bien à l'aise. Je suis compagnon et chaque tenon ne quittera pas sa mortaise. Allons, menuisier, mon ami, termine ton ouvrage. Mon fils a 20 ans aujourd'hui et c'est son mariage. Je viens chercher en ce beau jour pour lui et Madeleine le repos, le rêve, l'amour façonné dans le chêne. Je suis compagnon, tiens pour ton garçon, il y dormira bien à l'aise. Je suis compagnon et chaque tenon ne quittera pas sa mortaise. Allons, menuisier, mon ami, termine ton ouvrage. Ma mère est morte cette nuit, je n'ai plus de courage. Je dois meurtrir mon âme en deuil et redoubler ma peine. Mais je viens chercher le cercueil raboté dans le chêne. Je suis compagnon, mon pauvre garçon, elle dormira bien à l'aise. Je suis compagnon et chaque tenon ne quittera pas sa mortaise. Allons, menuisier, mon ami, termine ton ouvrage. Ce soir, nos filles et nos fils danseront au village. Multiplie au loin les échos que ton marteau fait naître et donne vite à nos sabots. Vincent Simonet, vous nous l'avez déjà un peu expliqué, mais est-ce que vous savez d'où vient cet amour du bois? On l'a compris que c'est une découverte un peu tardive, mais ça aurait pu être, je sais pas, une autre activité, le verre ou je ne sais trop quoi. Pourquoi le bois? C'est juste
une opportunité qui s'est présentée. Le bois, c'est relativement facile à travailler. Et alors, curieusement, et je vais décevoir sans doute certaines personnes, je ne m'intéresse pas trop au matériau bois lui-même. Je cours souvent en forêt, là je fais pas mal de running, je cours en forêt, mais je ne fais pas le parallèle, comme le disait Michel, je vais le faire à l'avenir, entre la forêt et les planches de bois que j'achète à la scierie et que j'ai dans mon atelier. J'ai eu du mal à faire ça, je prends un plaisir à courir en forêt, à regarder l'arbre, sans savoir qu'une partie de cet arbre-là va se retrouver dans mon atelier pour faire un lit pour un de mes petits-enfants, etc. Je voulais juste te dire une petite chose aussi, sur la mondialisation, j'habite en région parisienne, donc 10 millions d'habitants, et j'ai la chance d'avoir une maison à la campagne où, dans le village qui est extrêmement diversifié, la maison n'a personne à 5 km aux environs. Et donc, je suis absolument toujours, avec mon épouse, ébahi de voir la différence qu'il peut y avoir entre l'urbanité, notamment qu'on voit à Paris, à Lyon ou à Marseille, et la campagne profonde aujourd'hui. Et on parle de différence entre la France et les pays lointains. Je crois qu'il y a la même différence aujourd'hui entre nos grandes métropoles et nos campagnes profondes. On ne s'en rend pas bien compte. Et un des drames aujourd'hui, et je suis toujours sidéré de voir l'ensemble des maisons fermées. Il suffit de se balader dans la région ici, vous allez voir un certain nombre de maisons fermées. Et quand vous regardez sur Wikipédia, quand vous êtes passé dans des petits villages, vous regardez il y a 20 ans ou 30 ans combien il y avait d'habitants et combien il y en a aujourd'hui. C'est extrêmement faible et sans doute aussi préoccupant des problèmes qu'on voit sur la grande planète. Et sans doute, mais peut-être pas un hasard non plus, tout ça découle bien sûr aussi de stratégies d'aménagement du territoire. Laurent Bonnefille, même chose, pourquoi le bois plutôt que le verre? Question difficile. En fait, moi, ce qui a facilité aussi Moi, ce que j'aime bien, c'est la création, donc j'aime beaucoup créer mes meubles, fabriquer moi-même. Et j'habite Grenoble et bon, petite publicité, à Grenoble, il y a beaucoup d'ateliers. C'est l'émission du placement. D'ateliers associatifs, en fait. Ce qui est assez unique en France. À Grenoble, il y a 9 ateliers associatifs bois, où on est en association, on est autonome, il n'y a pas de salariés, on est équipé comme des professionnels. Et alors, les gens... On connaît ces démarches-là pour les vélos, par exemple, les ateliers de réparation de vélos, des fois même des voitures. Ce sont des initiatives... qui se développe et je suis heureux d'apprendre que sur cet amour du bois, je voudrais juste ajouter, par exemple, on voit beaucoup à Grenoble de professions. Moi, je suis informaticien, on voit des psychologues, toutes sortes de métiers qui veulent retrouver ce contact avec le bois et qui ont des journées passées sur des écrans et qui veulent retrouver le bois. Et ça, je vois beaucoup dans ces ateliers-là. Michel Dupré. Le bois dans un ménage, c'est pour faire ses meubles. Je me rappelle, je faisais pas de menuiserie avant 30 ans. J'ai acheté une chambre à coucher en sciure, comme j'appelle ça, en sciure pour ma fille. J'ai dit, tiens, 6 000 balles, c'est cher. Alors j'ai fait un crédit, j'ai acheté une combinée, j'ai la forêt, je peux le débiter, donc je ferai tous mes meubles en bois, point. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Quand on est comme vous, des passionnés du bois ou de la forêt ou des deux, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Laurent Bonnefille. Moi, j'aimerais passer un coup de cœur pour eux, une association qui s'appelle Terre de Liens, qui achète des terres agricoles. Voilà. Donc, je suis tout le monde ne connaît pas forcément Terre de Liens. Ouais. Laurent Bonnefille, deux mots. En fait, Terre de Liens est une association qui mobilise de l'épargne ou des dons citoyens pour acheter des terres agricoles et installer en général en bio des personnes qui n'ont pas l'accès, qui ne sont pas fils de paysans ou qui n'ont pas un accès à la terre facile, parce qu'il faut savoir qu'avec la PAC, aujourd'hui, on incite les paysans à avoir de plus en plus de surface pour avoir de plus en plus de primes. Donc voilà, des gens qui veulent s'installer, c'est très très difficile pour eux. Donc Terre de Liens en fait mobilise une épargne, achète des fermes, des terres et accompagne et place des gens dans ces fermes-là. Et là, ils ont peut-être 150 fermes en France actuellement. Voilà. Donc on peut épargner, prendre des parts dans des fermes ou faire des dons à Terre de Liens. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer, et d'ailleurs est-ce que ça existe, ce type de démarche
pour aussi arriver à une forme de replantation. Parce qu'on a beaucoup parlé de la forêt. Moi qui suis un amoureux des vergers, par exemple, et là aussi on parle du bois, des meubles en poirier, par exemple, ça n'existe plus, tout simplement parce qu'on ne trouve plus de poiriers à haute tige. Est-ce qu'on pourrait imaginer des démarches similaires à celles de Terre de Liens pour, par exemple, la forêt et pourquoi pas le verger, Laurent Bonnefille? J'imagine que oui, ça serait une initiative tout à fait louable et envisageable. On a entendu votre coup de cœur, Laurent Bonnefille. Vincent Simonet, coup de cœur ou coup de gueule? Je vais faire un coup de cœur là. Je vais rebondir sur ce que fait Laurent. Donc, j'ai parlé d'industrie. Pour le salut de mon âme, là, je milite dans une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres. Voilà. Et puis, j'ai la chance de m'occuper d'un grand domaine en Sologne qui a été donné par un donateur, un très très grand domaine où il y a une forêt de 130 hectares. Et je voudrais rassurer Michel parce que cette forêt, nous l'exploitons avec un sens profond du respect de la diversité, des essences, etc. Et donc, je voulais dire que des groupes privés, comme les Petits Frères des Pauvres, s'occupent très, très bien de leurs biens. Et puis, une autre chose que je voulais dire, donc, dans ce cadre-là, il a été construit un EHPAD, on y accueille les gens les plus pauvres. EHPAD, c'est-à-dire un établissement public pour personnes handicapées. Et donc, on les reçoit, les gens en très grande précarité, pour leur offrir une fin de vie agréable. Et on les amène en fauteuil roulant, ou ceux qui sont encore un petit peu valides, dans la forêt pour leur montrer toute la beauté de la nature et penser à toute la poésie à laquelle moi aussi je pense. On sent que vous travaillez ardemment au salut de votre âme, Vincent Simonet. En même temps, nous sommes ici à Rayon, à la Croisée Découverte, Rayon, au lieu de l'agriculture biologique. Les agriculteurs bio ne supportent pas que l'on parle d'exploitation. Ce ne sont pas des exploitants agricoles, ce sont des agriculteurs, ce sont des paysans. Est-ce que là aussi, ça ne traduit pas finalement une posture, quand on dit exploiter la forêt, Michel Dupré, ça vous parle ou pas? Bon, exploitant forestier, c'est un terme qui date de 200-300 ans. Il y a longtemps, on a toujours dit ça. Je voulais terminer quand même par un coup de cœur. Je ne sais pas faire que des coups de gueule quand même. Parce qu'on anticipe toujours, tiens, est-ce qu'il a une personnalité à faire plutôt un coup de cœur, plutôt coup de gueule? Moi, je m'attendais plutôt vraiment à des coups de gueule. Qui m'a aimé, j'ai beaucoup aimé, ça m'a marqué pour ma vie. À 40 ans, je suis allé au Venezuela faire de la formation affûtage pour un beau projet humanitaire qui était pas un projet, un truc privé, mais c'était avant Chavez. Dans les années 60, ils ont repiqué plein de pins des Caraïbes. Vous savez que la croissance d'un arbre, quand on est à l'équateur, ça pousse 12 mois sur 12. On est au 8e parallèle, donc ça poussait très vite. Année 95, les arbres faisaient 42 diamètres. Le Venezuela a acheté à Lyon une scierie clé en main. Je suis allé faire l'entretien là-bas. Pour faire quoi, les planches? Pour raser les bidonvilles et faire des maisons pour les pauvres. Alors ça, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus un râleur lorsqu'il pleut. Quand j'ai vu ce que c'était que le manque d'eau, j'en étais malade. Lorsqu'on en sera à leur point, alors là, ça m'a mûri beaucoup. Mais un beau projet humanitaire. Quelqu'un a pensé un jour, dans 40 ans, on fera des planches, on va raser les bidonvilles, et c'était une série d'États. Voilà, un coup de cœur. Michel Dupré, aujourd'hui, est-ce que précisément, je vous ai présenté tout à l'heure comme voyageur du temps, Laurent Bonnefille, voyageur de l'espace, Vincent Simonet, le poète. Est-ce que finalement, quand on parle de développement durable, est-ce qu'il n'y a pas finalement un élément que l'on oublie toujours et que la forêt nous rappelle précisément, c'est le temps, c'est ce rapport au temps. Est-ce qu'aujourd'hui notre société n'est pas dans l'immédiateté permanente et que c'est aussi ça qui nous emmène dans le mur? Mais oui, on veut toujours aller plus vite, on veut faire plus de profit, c'est le drame de cette forêt. C'est le drame. Avant on laissait le temps, on veut couper plus, c'est pour ça que je suis pour le privé, je suis pour les sociétés, mais pas pour la forêt. C'est pas possible, il faut des gens modérés, il faut faire des plans à moyen terme, à long terme, on ne peut pas tout couper. Est-ce que vous pensez que ça, c'est question de personne ou le rôle de l'État? Dans le temps, un dicton disait « le père plante pour le fils ». On avait peut-être cette réflexion à long terme. Et c'est admirable. Laurent m'a fait la réflexion aussi. En France, il faut savoir qu'on n'a qu'un tiers de forêt d'État, puis 2 tiers de privé. Un privé... Ça, vu la société comme elle devient, comme dit, on a une société de moins en moins de ruraux. Il faut être courageux pour avoir une forêt.
Il faut que pour que son fils il transmette un père de 70 ans à son fils, à son petit-fils qui aime travailler, il faut être courageux. Alors les tempêtes, elles ont découragé bien des gens financièrement. Il y en a qui ont perdu. C'était leur projet de financement de leur retraite. Ensuite, il y a les inventions sanitaires. Pour avoir de la forêt privée actuellement, il faut être courageux, il faut être serré. C'est pas facile. Merci au public de la Croisée Découverte. Voilà pour cette émission enregistrée en public samedi 6 avril 2019 à la Croisée Découverte à Rayon en Meurthe-et-Moselle. La Croisée Découverte qui fêtait ce jour-là son 20e anniversaire en ouvrant grand de ses portes aux visiteurs venus très nombreux. Avec Frédéric Lapalus, responsable du développement de la Croisée Découverte, que nous remercions, ainsi que toute l'équipe pour son accueil. Laurent Bonnefille, qui a réalisé en 2014-2015 avec sa compagne un voyage à la rencontre des menuisiers du monde entier et dont on peut voir les vidéos sur YouTube à l'adresse Le Tour du Monde de Laurent et Guillemette. À lire aussi le hors-série numéro 13 de la revue Le Bouvet consacré à ce voyage. Michel Dupré, professeur d'affûtage en retraite du CFA de Saulxures-sur-Moselotte, auteur de plusieurs ouvrages et du DVD De la graine au bois à retrouver sur delagraineaumeuble.fr. Et Vincent Simonet, formateur au module menuiserie dont il est l'auteur sur le logiciel SketchUp. Pour en savoir plus sur les formations au travail du bois, mais aussi le gîte et les très nombreuses animations que propose à Rayon la Croisée Découverte, rendez-vous sur lacroiséedécouverte.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Le gars de la compagnie par le groupe québécois Les Cowboys Fringants paru sur l'album Motel Capri sorti en 2000, Forest Song par l'Ukrainienne Vilna, demi-finaliste à la sélection officielle de son pays pour le concours Eurovision 2018, et enfin Le Menuisier par André Claveau paru sur la face A du 33 tours La Ronde des Métiers sorti en 1956. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.